Alors, moi, on m'a demandé de repasser un peu sur certaines données cliniques, surtout des nouvelles molécules que Dr. Johnson vous a si bien expliquées. Et j'aimerais repasser certains principes en général, lymphome, peut-être commenter un peu différemment. C'est important de comprendre qu'on a deux systèmes circulatoires, hein? Alors, il y a le système de circulation sanguine. On a aussi le système lymphatique. Alors, c'est quoi le système lymphatique? C'est que le sang circule à travers nos tissus et la partie liquide du sang, le plasma, peut sortir des vaisseaux et entoure les cellules. Et les cellules remettent des déchets dans le lymphe. Une fois que c'est sorti, on appelle ça le lymphe. Et revient par le système circulatoire pour, par la suite, retourner dans le sang. Alors, c'est un circuit qui va d'une façon continuelle. Le long de ce circuit, il y a des fils qu'on appelle des ganglions. Alors, c'est des organes qui contiennent les cellules immunologiques dont Dr. Johnson vous a parlé, les lymphocytes. Alors, l'idée, c'est que si vous aviez une infection virale à la gorge, il y aurait des virus qui s'échapperaient dans le lymphe. Sur le retour, ils sont obligés de passer à travers les ganglions qui contiennent des cellules immunologiques. Ces cellules immunologiques, s'ils reconnaissent le virus, vont être activées, vont se mettre à se diviser et vont être relâchés dans le lymphe. Ils vont circuler et se rendre dans le sang où ils retournent au-dessus pour combattre l'infection. Alors, aussi d'autres organes lymphocytaires. Premièrement, le système immunologique, ça fait partie de toutes les cellules du sang. C'est un système assez complexe. Et ça origine tout d'une cellule souche dans la moelle osseuse. Les cellules, quand elles naissent dans la moelle osseuse, les cellules du système immunologique, elles sont très immatures, ne sont vraiment pas compétentes à faire leur job. Les cellules B, qui sécrètent des anticorps, on va passer, elles sont éduquées surtout dans la moelle osseuse. Et une fois qu'elles sont matures, vont dans les tissus hémopériphériques et les ganglions faire leur travail. Alors que les cellules T, elles, sont éduquées dans une glande qui est juste derrière le sternum devant le cœur, qu'on appelle la glande du thymus. Et c'est là qu'elles sont éduquées, deviennent compétentes à attaquer des virus ou rejeter une greffe. On a aussi des cellules qui circulent, même si ces organes sont spécialisés. Les cellules immunologiques circulent continuellement dans le corps. Il y a des populations spécialisées qui vont circuler dans la peau. Il y en a d'autres qui vont circuler au niveau des intestins, nous protéger de l'extérieur. Tu sais, un humain, on peut faire une analogie très simple, on ressemble un peu à un beigne, à l'extérieur puis à l'intérieur. Et c'est clair que c'est un site où les microbes pourraient rentrer. Alors, le système immunologique est particulièrement vigilant à la surface intérieure et extérieure. Alors, ce n'est pas surprenant que si une des cellules devienne aberrante, cancéreuse, on retrouve la maladie dans les organes où il y en a le plus, c'est les ganglions, l'arête, la moelle, mais on peut en trouver dans les populations aussi dans la peau. Il y en a d'autres qui peuvent se retrouver aussi au niveau des intestins. Et le système lymphatique, ça a tendance à suivre toute la circulation sanguine. Alors, c'est pour ça qu'ils sont ensemble. Alors, la localisation des ganglions suit aussi la trajectoire des grands vaisseaux à travers le corps. Dr. Johnson vous en a mentionné un petit peu, mais je pense que ça vaut la peine de vous rappeler qu'on a deux cellules principales dans le système immunologique, les cellules T et les cellules B. Dans les deux cas, elles sont programmées, elles ont des récepteurs à la surface, que si une molécule d'un virus ou d'une bactérie est capable d'activer ce récepteur, c'est une interaction très spécifique. Physiologiquement, cette cellule se met à diviser et se répandre pour permettre de combattre l'invasion maladie infectieuse. La différence, c'est que les cellules T, le récepteur, reste à la surface de la cellule. Alors, s'il y a un virus qui vient s'attacher et qu'il y a une interaction spécifique, cette cellule se met à se diviser, et c'est la cellule même qui s'en va attaquer le virus ou la bactérie. Alors ça, c'est le système cellulaire. Les cellules B, où on trouve le plus grand nombre de cancers immunitaires, ici en Amérique du Nord, peut-être 90%, 85-90%, c'est des lymphomes et des proliférations de cellules B.
un mécanisme humoral, c'est-à-dire elles aussi ont des récepteurs à surface, microbes s'attachent, stimulent, mais là, à la place de la cellule d'aller elle-même attaquer le virus, elle libère, elle se met à produire des quantités gigantesques de ce récepteur qu'on appelle des anticorps. Ça va être intéressant parce que biologiquement, on a appris à isoler ces cellules-là et au laboratoire, les entraîner à reconnaître certaines choses sur la surface de différentes cellules et produire des quantités énormes d'anticorps spécifiquement ciblés, d'où vient le Rituxan et beaucoup d'autres anticorps thérapeutiques. Ce qui est très récent, on va parler d'un produit spécifique, Dr. Johnson l'avait mentionné. Il est maintenant possible aussi, avec le génie moléculaire, de prendre des cellules T d'un individu et de programmer cette cellule à avoir un récepteur qui peut par la suite combattre quelque chose sur une cellule cancéreuse. Ça, c'est encore plus récent et très excitant. Puis je vais vous montrer des résultats cliniques. Mais je pensais que c'est important à passer. Alors, Dr. Johnson vous a aussi mentionné que c'est compliqué les lymphomes. Il y a des douzaines de différentes formes. Et je pense qu'il y a plus ceux qui se spécialisent dans le domaine par survie à essayer de comprendre les nuances de ces différentes maladies parce qu'elles ont une histoire naturelle qui est différente. Elles se présentent d'une façon différente. Elles répondent au traitement d'une façon différente. Et chaque entité aussi peut se présenter d'une façon assez précoce, d'une façon avancée, les étages intermédiaires. Et l'approche clinique peut varier énormément selon ça. Mais pour simplifier, comme vous avez entendu, les formes agressives, ça a tendance, ça recollecte des entités qui ont une croissance relativement rapide. Et parce que leur croissance est relativement rapide, ça les rend sensibles à la chimiothérapie. Et il y a un certain pourcentage des patients qu'on peut guérir avec une chimiothérapie intense. Et alors, quand on fait des études, la mesure de l'efficacité dans les lymphomes agressifs, c'est surtout la survie globale. Alors que les lymphomes indolents, ce sont des lymphomes qui se progressent relativement lentement, mais par contre, ça les rend moins susceptibles à l'effet de la chimiothérapie, surtout à l'éradication par la chimiothérapie. Alors, on parle des lymphomes que l'on ne peut pas traditionnellement guérir avec des traitements standards, mais qu'on peut peut-être guérir quand on remplace ce système de sang en entier, c'est-à-dire une greffe de cellules souches. Alors, si on ne peut pas guérir avec des thérapies standards, le standard de l'efficacité d'un traitement ou un autre pour ces lymphomes-là, c'est vraiment la survie sans progression. C'est-à-dire, on vous traite, vous avez un certain niveau de réponse, vous vous sentez bien, on arrête les traitements ou continue à être un traitement de maintien et on ne voit pas le cancer avancer, vous êtes capable de continuer à faire ce que vous voulez. Une histoire courte de tous les développements. Vous avez entendu le début de la chimiothérapie. C'est vrai que ça a suivi les développements, malheureusement, des gaz de moutarde, Première et Deuxième Guerre mondiale. Mais ça a vraiment parti des années 60, comme vous avez vu, surtout avec le succès de la guérison de la leucémie aiguë chez l'enfant. C'est au début des années 60. C'est ça qui a inspiré la création du NIH aux États-Unis, la guerre contre le cancer. Les gouvernements ont complètement changé leur mission. Et au début, ils pensaient que c'était simple. C'est pas si simple que ça. On a apprécié qu'il faut comprendre toute la biologie pour y arriver là. Mais ça a été vraiment le succès chez les enfants qui a polarisé tout ça. Et vous avez vu, Dr. Johnson nous a monté les succès des années 70, le MOP, le CHOP et tout ça. Finalement, oui, on a perfectionné des agents de chimiothérapie, mais au point de vue concept, il n'y avait rien de vraiment nouveau jusqu'à temps que le Rituxan, l'anticorps qui cible une molécule qu'on appelle CD20 sur les lymphocytes B, ça a été vraiment la première avance technique pendant longtemps. Et approuvé aux États-Unis en 1997, au Canada, est rentré au début des années 2000. Et comme vous avez vu, dans les lymphomes agressifs, augmentation de survie globale dans les lymphomes agressifs. Et dans les lymphomes indolents, on avait une meilleure survie sans progression. Encore là, depuis 10 ans, 10-12 ans, ce n'est pas passé grand-chose.
Mais là, on est vraiment au début d'une nouvelle révolution, une véritable explosion de nouvelles thérapies ciblées, que Dr. Johnson nous a donné des très bons exemples. Et la liste on n'a pas le temps de discuter, il y en a des douzaines et des douzaines et des douzaines. C'est une véritable explosion parce que les connaissances biologiques et les outils pour comprendre qu'est-ce qui est brisé dans une cellule cancéreuse et comment les attaquer avec des différents traitements, elle est récente. Le premier gène qu'on a compris responsable pour un cancer sur un homme, c'est en 82, c'était la leucémie myéloïde chronique. Et le premier traitement que Dr. Johnson a mentionné, ciblé, le Glivec, ça est sorti en 2001. Alors, tout ça, c'est vraiment de l'histoire récente. Mais à cause de ces premiers succès, il y a une véritable explosion. Alors, pour les patients, je pense que ça donne énormément d'espoir dans les années à venir, et même pour certains médicaments aujourd'hui. Mais ça cause des problèmes aussi. Parce qu'un nouveau médicament, ça coûte cher, vous avez vu, développer un médicament. Et on a toujours eu cette entente dans la société qu'on rembourserait les gens qui risquent $1 milliard à développer leurs médicaments pour une période de temps. Après ça, il devient générique, il devient moins coûteux. Mais je pense qu'on n'avait jamais anticipé cette vague de succès. Alors, on est victime de notre propre succès. Et alors, si souvent maintenant, les méthodes de trouver des nouveaux traitements, ça commence au laboratoire avec une connaissance fondamentale des susceptibilités moléculaires dans un cancer spécifique. On teste dans les animaux, mais finalement, il faut toujours arriver chez les humains. Il n'y a pas de système de recherche qui peut nous permettre à 100% d'être sûr qu'on a un médicament qui va être efficace ou tolérable ou avec toxicité acceptable sur l'humain sans s'essayer dans l'humain. Alors, on parle de faire des essais cliniques de phase 1, 2, 3, 4. Phase 1, c'est un peu plus risqué. C'est vraiment la première introduction d'un médicament à la clinique. Et souvent, le but principal, c'est d'augmenter la dose jusqu'à temps qu'on frappe une toxicité qui limite l'augmentation subséquente de cette dose. Et par la suite, habituellement, on choisit une dose qui est plus basse. Et c'est cette dose, par la suite, qu'on utilise dans les études à suivre. Ça, c'est souvent suivi par une étude de stade 2, où là, on s'intéresse au moins à avoir des données préliminaires de sa vraie efficacité. Et dans certains cas, il est même possible de faire approuver un médicament et le rembourser si le succès démontre un succès, une efficacité et une toxicité tolérable en phase 2, surtout quand il n'y a pas d'alternative. Mais la vraie preuve de l'efficacité, qui est le standard pour beaucoup de médicaments, c'est la phase 3. Et dans une étude de phase 3, on randomise des patients, c'est-à-dire, si vous qualifiez pour une étude de phase 3, de signer une formule de consentement, vous pourriez avoir soit traitement A ou traitement B. Habituellement, un de ces bras de l'étude, c'est un traitement standard accepté, alors que l'autre, c'est le traitement expérimental qui peut comprendre la nouvelle molécule. Et pourquoi c'est si convaincant? C'est que on est tous différents. Les gens ont un niveau de maladie qui peut varier énormément au moment qu'ils commencent leur traitement. Hommes, femmes, des gens de 70 ans, des gens de 25 ans. Énormément de variations individuelles et biologiques qui peuvent influencer les résultats. Si on randomise les patients, par chance, on va équilibrer toutes ces différences. Et la seule différence devrait être si la personne prend un médicament A ou B. Alors, si on voit des différences d'efficacité, des différences de toxicité, il est beaucoup plus facile et convaincant d'attribuer ces changements au médicament expérimental. Et même ça, on parle aussi des phases 4, souvent suite à l'introduction d'un médicament et un remboursement. On a intérêt à en savoir plus, surtout sur la toxicité à long terme et les effets secondaires. Alors, plusieurs niveaux d'études. Comment est-ce que les médicaments sont approuvés au Canada? Bien, premièrement, c'est Santé Canada qui a responsabilité d'évaluer l'efficacité et la toxicité de nouvelles molécules. Normalement, ce sont des applications qui sont soumises par des compagnies pharmaceutiques qui fabriquent ces produits à Santé Canada, qui font une étude scientifique pour déterminer et approuver non seulement au niveau clinique, mais aussi la manufacture. Il y a toutes sortes de standards de fabrication qu'il faut appliquer.
Suite à ça, il y a un processus d'évaluation de l'utilité clinique et pharmaco-économique. Toutes les provinces canadiennes, sauf le Québec, passent par un organisme qu'on appelle Peak Order, qui a des gens vraiment multidisciplinaires, médecins, des gens qui sont spécialisés en pharmaco-économique, pour analyser les études. Et par la suite, faire des recommandations aux différents ministères de santé à travers toutes les provinces, sauf le Québec, les aviser que oui, on pense que ce médicament est utile et un profil pharmaco-économique favorable, et on vous suggère on le recommande. Au Québec, on a un peu le même mécanisme, mais on passe par une organisation différente qu'on appelle l'INES, qui a la même responsabilité, c'est-à-dire d'évaluer l'efficacité, la sécurité des traitements et aussi l'aspect pharmaco-économique. Et par la suite, fait une recommandation au ministère de la Santé. Les ministères de Santé, naturellement, ont d'autres choses. Ils sont obligés de faire l'équilibre entre les coûts des traitements, des médicaments et d'autres fonctions. Alors, au point de vue évaluation scientifique, il ne devrait pas avoir grande différence. Mais c'est clair qu'il y a des différences importantes au point de vue ressources et priorités des dépenses publiques qui peuvent varier pas mal entre les provinces. Alors ça, c'est le mécanisme. Je vais y revenir parce qu'il y a une grosse différence entre ce qui se passe au Québec et ce qui se passe dans le reste du Canada, même si sur le schéma ici, ça ressemble qu'ils ont vraiment des responsabilités parallèles. Alors, je voudrais vous montrer certains exemples de l'efficacité des nouveaux médicaments. Je vais commencer avec un anticorps obinutuzumab qui était, pendant le temps des études cliniques, connu avec le nom GA100-01. Et comme Dr. Johnson vous a montré, c'est vraiment, si vous voulez penser, un super rituxan. C'est-à-dire, c'est un anticorps qui cible la même molécule, cellule B, c'est-à-dire l'expression de CD20. Mais elle a été modifiée pour mieux s'attacher au CD20 et mieux recruter les cellules lymphocytaires normales qui aident à détruire le lymphome. Je vous excuse, j'ai des diapositives qui ont été présentées à un congrès international, même en France maintenant, c'est tout en anglais. Même en Chine, j'étais récemment en Chine, c'est en anglais. Alors, il y a un peu d'anglais sur les diapositives originales. Juste vous montrer un exemple, comment on détermine l'efficacité des médicaments. Ici, GA01. Ici, on va regarder une étude de phase 3 dans les leucémies lymphocytaires chroniques de gens jamais traités auparavant, mais c'était des gens qui étaient plus âgés ou plus importants. Ils avaient beaucoup de comorbidité qui faisait qu'ils n'étaient pas vraiment idéaux pour avoir des chimiothérapies standards. Et ces gens-là ont été randomisés soit avec du rituxan et du chlorambucil en bas. Le chlorambucil, c'est une pilule qu'on peut prendre, une chimiothérapie orale qui est relativement douce, en combinaison avec rituxan, le chlorambucil seul ou le chlorambucil avec GA01. Et il est possible d'avoir deux groupes de comparaison et aussi comparer chlorambucil avec la nouvelle molécule GA101 comparée à rituxan. Si je vous montre la courbe de survie sans progression, la façon de regarder ça, il y a des analyses statistiques, mais la plupart des études, que ce soit pour les lymphomes et cliniques, on a un point d'évaluation, dans ce cas-ci, la survie sans progression. Et on compte ici en bas le nombre de mois suite au début du traitement, au début de la randomisation, le pourcentage de gens, ou dans ce cas-ci, la fraction, qui restent sans progression. Et comme vous voyez, avec le temps, il y a des gens qui progressent. Mais vous voyez, là, il y a un avantage assez majeur en faveur, dans ce cas-ci, du GA100-01, qui paraît beaucoup plus actif que le rituxan. Et comme je vous ai mentionné, l'arrivée du rituxan des années 2000 a été vraiment un grand saut dans le traitement des lymphomes en général, avec une augmentation d'efficacité de la chimiothérapie. Et ça, c'est un exemple de l'amélioration de cette stratégie qui peut bénéficier les gens. Dr. Johnson vous a montré cette diapositive du brentuximab, encore un anticorps, mais cette fois-ci qui ne cible pas le CD20, mais qui cible le CD30.
une autre molécule qu'on retrouve à la surface des cellules de gens qui ont la maladie de Hodgkin. Et aussi, on la retrouve à la surface de gens qui ont un lymphome T avec une présentation cutanée. Et est fort efficace. Je voulais juste vous montrer encore un schéma d'une des études ici qui avait été faite chez des gens qui avaient une maladie de Hodgkin réfractaire à la chimiothérapie et qui est réfractaire et même après avait une rechute, après même une greffe autologue. Alors, c'est des gens qui ont eu beaucoup de chimiothérapie. Alors, on parle de la minorité des gens qui ont la maladie de Hodgkin parce que dans l'ensemble, c'est guérissable dans la majorité, mais il y a toujours une minorité où les gens sont très, très récents. Alors là, on regarde vraiment des gens qui ont vraiment une maladie très sévère. Et ici, vous allez voir les résultats avec juste l'anticorps, sans chimiothérapie. Et ce que je vous montre ici, c'est une façon de représenter dans chaque personne individuelle le pourcentage de la grosseur de leur masse tumorale, que ce soit ganglionnaire ou autre, dans les cas. Alors, vous voyez ici, il y a quelques patients à gauche, vous voyez, comparé à le niveau de maladie qu'ils avaient au départ, une petite croissance, mais la grande majorité des patients ont une diminution de leur masse tumorale, même il y en a même qui sont en rémission complète, qui cliniquement, pour un seul anticorps sans chimiothérapie, des gens qui sont complètement réfractaires à des chimiothérapies intenses, est certainement très impressionnant. Et là où est-ce qu'on en est avec ce médicament, des essais cliniques qui, d'ailleurs, qui sont ouverts dans certains centres hospitaliers au Québec, y compris dans nos centres à McGill, des gens qui sont maintenant nouvellement diagnostiqués avec la maladie de Hodgkin, qui sont randomisés au traitement standard, ABVD, qui est quand même excellent, comparé à ABVD, c'est un des médicaments qui on pense, cause le plus de toxicité et probablement le moins efficace, avec lequel on fait substitution avec le brentuximab. On va voir, on a beaucoup d'espoir que la combinaison va davantage augmenter le taux de guérison et tout en même temps en diminuant la toxicité à temps à temps. L'autre médicament, un des médicaments que Dr. Johnson vous a mentionné, les britunib, vous vous souvenez, c'est celui qui bloque la signalisation du récepteur B sur les cellules B. Et ici, je vous montre un exemple d'une étude première ligne chez les patients qui ont une leucémie lymphocytaire chronique, randomisée à recevoir une dose, deux différentes doses, 400 mg par jour ou 840 mg par jour. C'est un médicament qu'on peut prendre oralement. Et ici, on parle des gens qui sont relativement âgés, 65 ans, et ce qui est approprié, parce que les gens sont relativement... Ah, un verre d'eau, ça c'est bien. Merci. Premièrement, toxicité, il faut toujours faire l'équilibre entre efficacité. La diarrhée, on le voit assez fréquemment chez les gens, nausée, fatigue. Mais dans l'ensemble, ce qui est important à noter, sur les essais cliniques, on parle toujours on grade la toxicité, les symptômes et les changements laboratoires ou autres changements qu'on peut mesurer entre grade 1, 2, 3, 4. 1, c'est faible. 4, ça peut être assez sérieux. Alors, une nausée 1, c'est parfois avoir un peu mal au cœur. Nausée 4, c'est vraiment quelqu'un, malgré beaucoup d'antiémétiques, peuvent être pas mal malades. Mais comme vous voyez, la plupart de ces symptômes sont présents en très faible pourcentage et dont la majorité... Mais regardez l'efficacité. La différence d'efficacité, le taux de réponse à gauche, pas besoin d'analyse statistique pour vous montrer à quel point c'est efficace. Et si on regarde la survie sans progression et aussi la survie globale, pas mal formidable. Ça fonctionne aussi en deuxième ligne, ça fonctionne en combinaison. Plusieurs études en cours maintenant, un peu partout, avec de nouvelles combinaisons, voir si on peut faire davantage synergie avec des chimiothérapies.
le médicament est approuvé aux États-Unis, mais pas encore approuvé par Santé Canadienne ni remboursé encore. C'est quelque chose qu'on espère va venir. Aux États-Unis, il est particulièrement cher. C'est 130 000 par année. C'est un médicament qui fonctionne seulement si on le prend. Le jour où vous arrêtez de le prendre, ne fonctionne pas. Alors, vous pouvez imaginer que même dans le contexte américain, ce qui avait stimulé la publication de l'article que Dr. Johnson vous avait mentionné, The Cost of Drugs, le prix. Ça, c'est sorti du centre américain, MD Anderson, le plus gros centre d'oncologie au monde, où ils ont des ressources limitées. Et malgré ça, il a fallu publier un article, c'est insupportable. On pense que si le médicament vient ici au Canada, et premièrement, c'est Janssen Ortho qui vont essayer de faire approuver le médicament par Santé Canada. On pense que le prix va être moins de 130 000 mais il pourrait être, on ne sait pas, là, ça pourrait être 70 80 000 par année. L'autre médicament qu'on vous a mentionné est Idelalisib, qui fonctionne un peu plus loin dans la chaîne de signalisation du récepteur B. Aussi un médicament qui se prend oralement. Juste vous montrer un exemple de son efficacité. Ici, on regarde une étude randomisée chez les gens avec une LLC. Bras contrôle, c'est juste du rituximab avec un placebo. Comparé à rituximab plus idelalisib, pour une période de temps, une fois que le rituximab est fini, on continue avec idelalisib. Et à la fin, par contre, les patients ont le droit de changer et de continuer sur l'idelalisib. Mais ici, c'était un groupe de patients qui étaient âgés, pas vraiment candidats pour la chimiothérapie. Juste vous montrer encore la différence, bleu comparé au rouge. Alors, comme c'était une étude randomisée, la différence que vous voyez, la survie sans progression, elle est vraiment due à l'ajout de l'idelalisib. Encore, qui montre l'efficacité de ce médicament. Elle est fort bien tolérée. Et même si on parle ici d'une maladie indolente, où c'est la survie sans progression qui est le but, ce qui est quand même incroyable, c'est que dans certains cas, si c'est très, très, très efficace, il est possible de montrer des différences de survie globale. Et dans cette étude-là, on commence à voir une séparation de la survie globale. Le problème de maladie indolente, c'est que ça peut prendre longtemps avant de voir des différences de survie mesurables. Par exemple, un LLC, diront quelqu'un qui avait une moyenne de survie de 10 ans, il faut attendre au moins 10 ans après le début d'une étude pour mesurer des différences de survie globale. Alors que si le point d'étude, la comparaison, est faite sur la survie de progression, souvent, les gens vont progresser bien qu'avant qu'ils meurent de leur maladie. Alors, c'est pour ça que la survie sans progression dans les maladies indolentes est souvent favorisée. Mais utilement, on aimerait bien savoir s'il y a des différences en survie globale. Alors, dans cet exemple-ci, même si le suivi, comme vous voyez, est relativement court, on voit déjà des différences importantes. Effets secondaires, si on regarde ici, encore comme c'est randomisé, il est possible de voir que le taux d'effets secondaires adverses est à peu près en pourcentage le même, qu'on prenne le placebo-rituxan ou l'idelalisib avec le rituxan, que le nombre d'événements adverses sérieux est vraiment pas mal comparable. Alors, et naturellement, déjà, on voit qu'il y a plus de mortalité dans le bras contrôle que dans l'autre. Ici, je voulais juste vous montrer un exemple d'efficacité des idelalisib, mais cette fois-ci dans les lymphomes indolents. Et ici, on parle des gens qui sont complètement réfractaires, sans tomber dans la définition de réfractaire, mais c'est des gens qui ont eu beaucoup de traitements antérieurs, soit qu'ils ont une réponse qui est très courte ou ne répondent pas du tout, et ont été mis sur une seule dose. Ça, c'est un exemple d'une étude où le contrôle, c'est quoi? C'est le patient. C'est le patient lui-même. On peut regarder l'historique. Il y a eu tous les traitements disponibles. Il ne répond pas. Alors, si on le met sur une nouvelle molécule, il ne répond pas, bien, ce n'est pas efficace. S'il y en a beaucoup qui répondent, c'est efficace. Ici, si vous voyez, on regarde un peu le nombre de gens qui ont déjà eu rituxan, 100%. Bendamustine, 100%. Des anthracycliques. Alors, comme vous voyez, c'est des gens qui ont eu les meilleurs traitements disponibles pour leur lymphome indolent.
Et voici encore cette façon de représenter l'efficacité des traitements. Ce que vous voyez, c'est la diminution, l'augmentation de la masse tumorale dans les patients individuels. Alors, à gauche, il y a une petite fraction des gens où, malgré avoir commencé sur les DSI, on voit une progression de maladie, mais à gauche, à droite, vous voyez à quel point la grande majorité des gens ont une réponse, alors qu'ils étaient vraiment réfractaires à tous les autres traitements disponibles antérieurement. Autre traitement, alors on parlait un peu des anticorps, des exemples d'anticorps, parlait un peu des exemples de petites molécules des thérapies ciblées. L'exemple des anticorps, ça relève vraiment d'une compréhension comment les cellules B normales fonctionnent et qu'on a pu les dompter, si vous voulez, à créer des anticorps qui peuvent cibler des choses sur les cellules cancéreuses qui nous sont utiles, il y a un but thérapeutique. Mais ce qui nous avait échappé depuis longtemps, c'était de prendre les cellules T et de faire la même chose, de permettre de les cibler les cancers. La raison, c'est intéressant, c'est que il est possible que ces cellules-là persistent pour la vie de l'individu. Et que s'il était possible d'entraîner des cellules T pour qu'ils puissent reconnaître un cancer spécifique, on pourrait avoir immunité contre son propre cancer pour un temps prolongé. La cellule T, comme vous voyez en bas, est munie d'un récepteur qui reste attaché à la cellule. Et c'est ce récepteur qui leur permet de s'attacher des molécules sur les cellules cancéreuses ou les cellules d'un virus. Alors, une possibilité, et chaque cellule T a un récepteur unique. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Chaque cellule T a un récepteur unique. Quand le système immunologique se développe, ces récepteurs sont créés au hasard. Par la suite, il se fait une sélection négative des clones qui pourraient réagir contre notre propre corps. D'ailleurs, si ce mécanisme échoue, on a des maladies auto-immunes qu'on voit assez fréquemment. Mais les clones qui échappent à cette sélection négative, en principe, nous donnent un répertoire qui pourrait nous permettre de reconnaître beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas. Des nouveaux virus, un nouveau cancer. Alors, tout ça pour dire, c'est que la séquence des acides aminés, qui est encodée par le gène lui-même, est très, très spécifique pour reconnaître certaines molécules. Alors, les gens ont eu intérêt au laboratoire d'essayer de modifier cette séquence pour qu'elle ait une spécificité utile. Alors, ce qui se passe avec le protocole CTL, ça a été développé en Pennsylvanie. Il y a eu énormément de publicité dans les journaux. Il y a beaucoup de patients qui m'arrivent avec des articles de journaux. Pourquoi est-ce que tu ne me fais pas ça? Et maintenant, ça va être commercialisé par la compagnie Novartis, la même compagnie qui a développé Glivec, et qu'on s'attend qu'il va y avoir des centres canadiens bientôt. Et je crois sincèrement qu'on va en avoir un ici à Montréal, sinon deux. Et comme Dr. Johnson vous avait expliqué un peu, on va chercher les cellules T d'un individu. Vos propres cellules, vous vous asseyez dans une chaise, on vous met une aiguille dans une veine d'un bras, ça passe à travers une machine pendant que vous lisez votre revue ou votre journal, où on fait l'extraction d'un grand nombre de vos cellules T. On vous retourne le reste du sang par la veine dans l'autre bras. Vos cellules T normales sont amenées au laboratoire. Et au laboratoire, elles sont infectées avec un virus qui a été fabriqué pour transporter un gène pour un récepteur qui cible quelque chose de valeur thérapeutique. Dans le cas de CTL-019, ça cible la molécule CD20 qu'on trouve sur les lymphomes B. Alors, l'analogie que Dr. Johnson vous a dit est très bonne. C'est comme on fabrique des petites usines de ritoxan à l'intérieur chez l'individu, mais ici, c'est pas un anticorps qui est libéré dans le sang. Ça reste attaché à la cellule de lymphocyte T. Ce virus qu'on utilise pour porter le gène recombinant dans la cellule, il ne se réplique pas, il n'est pas infectieux
Une fois qu'ils s'intègrent, les gens ne sont pas infectieux, ce n'est pas quelque chose qu'on peut transmettre à un autre. Une fois que c'est fait, dans des conditions de culture, on fait une grande expansion en culture. On multiplie ça, on peut augmenter le nombre de ces cellules qui ont été modifiées génétiquement à un facteur de 1000. Et après ça, elles sont réinfusées chez l'individu. Il y a eu des réponses absolument sensationnelles, pas juste dans les leucémies lymphocytaires chroniques, qui étaient parmi les premiers patients, mais même chez les jeunes qui ont des leucémies aiguës, complètement réfractaires, des réponses absolument formidables. Ici, je veux juste vous montrer un petit exemple d'un abstrait qui avait été publié, mis à jour dans le Grand Congrès américain hématologiste qui a lieu chaque mois de décembre. Ici, c'est une expérience chez les gens qui sont réfractaires, multiples traitements avec un LLC. Et les chiffres ne sont pas grandes. Il y en avait 14 dans l'abstrait, je pense qu'ils sont rendus maintenant plusieurs douzaines maintenant. Mais le taux de réponse global est d'à peu près 60 %. Et il est possible de montrer que les cellules modifiées T persistent encore des mois et des années et qui, en principe, pourraient protéger les gens d'une rechute pour un temps indéfini. Même les gens qui ont déjà une rechute se sont posés la question, peut-être n'ont pas eu assez de ces cellules T, et d'ailleurs, ils ont généré d'autres, et en leur en donnant plus, finalement, ils ont réussi à avoir le contrôle du lymphome de la leucémie. Alors, c'est vraiment une avance, et les premières essais cliniques, c'est, comme je vous mentionne, comme le CD20, mais dans notre domaine, c'est un développement très fort intéressant parce qu'il est possible de cibler beaucoup d'autres maladies, soit le myélome ou d'autres molécules sur les lymphomes et même les leucémies aiguës. Alors, c'est vraiment un champ de développement qui explose. J'aimerais terminer avec la bendamustine. La chimiothérapie, on a l'idée que c'est du vieux, mais c'est vrai que pendant longtemps, une vingtaine d'années, il n'y avait vraiment pas grand progrès. Mais maintenant, avec la bendamustine, oui, il y a des progrès dans la chimiothérapie. J'aimerais vous en montrer des résultats. Si on regarde, par exemple, dans la leucémie lymphocytaire, un essai clinique chez la bendamustine en monothérapie, chez les gens plus âgés, comparé à la chlorambucil, un médicament oral qu'on a tendance à donner aux gens qui sont fragiles, âgés, beaucoup de comorbidité. Et on regarde la survie sans progression. Vous voyez en jaune, grand avantage en faveur de la bendamustine chez les gens. Et ici, une analyse statistique pour vous montrer que dans presque toutes les circonstances, la bendamustine est favorisée comparée au chlorambucil, sauf peut-être pour les gens qui sont très, très âgés. Un autre exemple d'étude, chez les gens qui sont plus jeunes et capables de supporter la chimiothérapie, on sait très bien que la fludarabine cyclohéritoxant est le meilleur traitement au point de vue efficacité pour la LLC, mais il est aussi probablement le plus toxique. Alors, voici une étude qui compare FCR avec BR, benda-ritoxan, chez ces gens-là. Et ce que je voulais vous montrer, qu'est-ce que je voulais vous montrer ici? Je vais sauter celle-là parce que je ne m'en souviens pas. Ici, la survie sans progression, un peu moins impressionnant. Et même, il y a un avantage encore, la fludarabine cyclohéritoxant. Juste vous montrer que le traitement avec lequel on compare, la population de gens qu'on regarde, la maladie qu'on regarde, a énormément d'influence à savoir si quelque chose fonctionne bien ou non, si on devrait changer ou non. Ici, c'est un exemple où, à premier aperçu, on dirait la fludarabine reste le meilleur traitement. Sauf ce que je voulais vous montrer, c'est que chez les gens âgés, en haut de 65 ans, la fludarabine est tellement toxique et les complications tellement élevées que dans le groupe âgé, ils sont mieux de prendre du bendamustine ritoxan qui a presque la même efficacité que le FCR, mais avec moins de toxicité. Alors, de nos jours, ceux qui sont éligibles à la chimiothérapie, jeunes, bonnes conditions, pas trop de comorbidité, FCR, on s'occupe des complications. Ceux qui sont plus âgés, comorbidité, probablement ce serait le BR qui, si on avait accès, serait
serait favorisé. Là, je vais sauter ça. Et je vais finir avec le bendamustine dans les lymphomes indolents. Parce que je crois que le bendamustine, au point de vue chimiothérapie, est vraiment la dernière grande avance dans les lymphomes indolents depuis l'arrivée du Rituxan. Elle est certainement, selon les études qu'on a à date, encore plus efficace dans les lymphomes indolents qu'elle l'est dans le LLC. Il y a une grande étude, Still NH1, où on avait fait une comparaison des gens traités avec R-CHOP, le meilleur traitement établi auparavant, et randomisation comparée à bendamustine Rituxan. Juste pour vous montrer les caractéristiques de patients, quand on parle de lymphome indolent, c'est clair que dans les études, on regroupe beaucoup de différentes pathologies. Ici, vous voyez, la majorité des gens dans cette étude avaient le lymphome indolent le plus fréquent, qu'on appelle un lymphome folliculaire. Mais il y avait aussi des lymphomes de zone marginale, une forme de Waldenstrom, des lymphomes à petites cellules qui, en réalité, c'est l'équivalent de LLC, mais qui ne se répandent pas dans le sang, le reste dans les ganglions, dans la moelle. Mais biologiquement, c'est indistinguable de LLC. Et si vous regardez, regarde, Dr. Johnson vous l'a mentionné, regarde les pourcentages de toxicité hématologique, neutropénie, thrombocytopénie. Il y a beaucoup plus de toxicité du R-CHOP comparé au BR. Et si on regarde à toxicité non hématologique, énormément d'avantages aussi. Par exemple, on ne perd pas ses cheveux, comme on peut les perdre avec le R-CHOP. Comme on ne donne pas de vincristine, un des médicaments dans la combinaison CHOP qui donne des neuropathies, qui donne des engourdissements, même des douleurs, les gens n'ont pas de paresthésie. Et encore plus important, beaucoup moins d'infections ou de sepsis, de choc septique associé avec la neutropénie. Alors, moins de toxicité hématologique, moins de toxicité en général. La seule toxicité, franchement, où on a vu une augmentation, c'est dans les éruptions cutanées. Sauf que si on donne la cortisone contre la nausée, comme beaucoup de centres font au Québec, on ne voit jamais les éruptions cutanées. J'en ai jamais vu une. Bien, si on donne juste une dose. Juste une dose, tu as raison, on ne donne pas continuellement. Et ici, je voulais juste vous montrer le taux de rémission complète, rémission partielle, et la survie sans progression, survie globale, SSP-SG. Comme vous voyez, ça favorise énormément le bendamustine et Rituxan. Et je n'ai pas mes courbes. Il manque une diapo, c'est la plus importante. Ça arrive toujours qu'on prépare vite le matin. Hein? Mais en somme, c'était la survie globale, la survie sans progression. En moyenne, sur cette étude-là, le R-CHOP, très bon médicament, la survie sans progression, à peu près presque 3 ans. 30 quelques mois. Ça a plus que doublé avec le bendamustine Rituxan. Alors, pour un lymphome indolent, comme je vous avais mentionné, la survie sans progression, c'est une mesure qui est particulièrement importante. Alors, comme je mentionne, je pense que c'est probablement la plus grande avance. Ceci dit, le remboursement, en ce moment, est pour la LLC, et on le trouve partout au Canada, sauf que pour les lymphomes indolents, toutes les provinces ont accès au bendamustine, sauf le Québec. Et je veux juste conclure à vous expliquer pourquoi ça se passait comme ci. C'est que quand la compagnie a fait une soumission pour bendamustine Santé Canada, c'était en monothérapie selon les études du temps. Santé Canada l'a approuvé. Et par la suite est sortie l'étude que je vous ai montrée dans les lymphomes indolents qui montrait vraiment une supériorité. Alors, dans le reste du Canada, P-Corder a modifié ses recommandations et accepté la combinaison bendamustine Rituxan. Recommandations sont allées au ministère de la Santé de toutes les provinces et le médicament maintenant est remboursé partout. Au Québec, c'est passé par l'INES. L'INES l'a rejeté entièrement, ne l'a même pas considéré. La raison, c'est que l'INES, selon eux, il y a une loi au Québec qui dit qu'ils n'ont pas le droit de faire aucune évaluation sur des produits pas approuvés par Santé Canada. Le truc est que quand il est venu le temps de faire une application au Québec,
les études de combinaison BR avaient sorti. Alors, la compagnie, dans ce cas-ci, Lundbeck, avait déposé une demande pour BR, pas bendamustine en monothérapie. Ça aurait été ridicule de faire une application pour des études qui étaient déjà complètement dépassées. Mais l'INES a dit, bien, on sait que bendamustine est approuvé Santé Canada, on sait que Rituxan est approuvé, mais les deux ensemble, ça ne marche pas. C'est complètement ridicule. Alors, ils n'ont même pas regardé les résultats d'études et ont dit, bien, si Santé Canada, si vous remettez une soumission à Santé Canada pour la combinaison, on va la regarder. Le problème est que l'étude STILL était une étude de groupe coopératif. Ce n'était pas Pharma qui a fait l'étude. Ce n'était pas leur étude. C'était fait par un groupe allemand, le plus grand groupe de lymphome au monde, en réalité, de grande qualité. Alors, c'est un catch-22. En ce moment, on ne l'a pas. Pourquoi est-ce qu'il est disponible dans certains hôpitaux et pas dans d'autres? C'est qu'on a un article 6 au Québec qui permet aux hôpitaux de faire des évaluations des patients individuels et s'il y a évidence d'efficacité et nécessité, ils peuvent prendre leur propre décision d'un médicament. Par contre, il y a beaucoup des établissements au Québec qui ignorent l'article 6, utilisent le prétexte que l'INES ne l'a pas approuvé pour le nier aux patients en prétendant que c'est pour raison de sécurité, alors qu'on sait très bien que c'est pour raison budgétaire. Alors, c'est la situation. Je pense qu'avec un nouveau gouvernement, du côté professionnel, on va refaire des démarches, mais la chose la plus importante, c'est toujours l'appui des patients. Toujours. C'est difficile pour un gouvernement de ne pas écouter des groupes de patients qui sont très déterminés et organisés. Et avec ceci, je vais passer le bâton à quelqu'un qui va dire exactement comment faire.